charismatic. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse des principes de la psychologie de l'influence, une psychologie souvent qualifiée de sombre. On va s'appuyer sur une source qui s'inspire beaucoup des observations de Machiavel et on va explorer une vision du monde où, pour ne plus être une victime, il faudrait devenir un acteur respecté et influent en maîtrisant ses dynamiques de pouvoir. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle discussion. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence ? Allons-y. Alors, notre exploration aujourd'hui, elle part d'un postulat qui est assez dérangeant. L'idée que le monde n'est pas juste. C'est ça. Selon cette source, ceux qui croient en la justice, en la bonté, finissent souvent par être, disons, les perdants. Les perdants du jeu social. Exactement. Et l'idée centrale, c'est que pour s'en sortir, il faut comprendre les règles cachées du jeu, celles de la psychologie, de l'influence. Et c'est là qu'intervient Machiavel. Tout à fait. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Machiavel, c'était l'Italie de la Renaissance. C'était une époque d'intrigues politiques, de complots, de guerres psychologiques constantes. D'accord. Donc ces écrits, ce ne sont pas juste des notes historiques. L'analyse qu'on étudie les présente vraiment comme un manuel sur les rouages du pouvoir. L'objectif, ce n'est pas de devenir cruel, mais d'acquérir ce que le texte appelle une sophistication psychologique. J'aime bien ce terme « sophistication psychologique ». C'est une façon un peu plus élégante de dire qu'il faut arrêter d'être naïf. C'est exactement ça. C'est comprendre que pendant que certains jouent aux dames, avec de bonnes intentions, en suivant les règles, d'autres jouent aux échecs, avec plusieurs coups d'avance et des calculs bien plus précis. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le premier principe, il est brutal. L'idée que la justice existe est décrite comme, je cite, « un mensonge vendu aux faibles pour les garder dociles ». C'est très dur à entendre, ça. C'est très dur, oui. Mais le point, ce n'est pas de devenir paranoïaque. C'est de reconnaître que les règles officielles de la société ne sont pas toujours celles qui sont vraiment appliquées. T'as un exemple ? La source en donne des très simples. La personne qui attend sagement son tour dans une file pendant que d'autres doublent sans aucun scrupule. On a tous vécu ça. Voilà. Ou la personne qui continue de respecter un collègue qui, lui, ne montre aucun respect. Le texte dit que ça, ce n'est pas de la malchance. C'est le résultat d'un état d'esprit qui est programmé pour perdre. Il faut donc arrêter d'attendre sagement son tour, parce qu'on risque d'attendre longtemps ? Exactement. Et ça nous amène à une idée de Machiavel qui est citée et qui est fascinante. Il dit que les gens se vengent des petites offenses, mais sont souvent impuissants face aux grandes. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan psychologique ? La traduction, c'est que si vous blessez un tout petit peu l'ego de quelqu'un, il va y penser, il va ruminer, il va planifier sa revanche. D'accord. Mais si vous le dominez complètement, de manière décisive sur le plan psychologique, alors il y a de fortes chances qu'il accepte sa place et qu'il passe à autre chose. Attends, dominer complètement, ça sonne incroyablement conflictuel. Comment on est censé appliquer ça au quotidien sans passer pour un tyran ? C'est là que toute la nuance. Il ne s'agit pas d'agression. L'erreur, selon cette analyse, c'est de résister, mais seulement à moitié. Se plaindre sans agir, par exemple. Ça vous fait paraître faible, et en plus, ça vous crée un ennemi. Donc, que faire ? La stratégie, c'est de faire en sorte que le manque de respect a un coût. Un coût social, immédiat et élevé. Pas en criant plus fort, mais en répondant de telle manière que la personne comprenne qu'elle a plus à perdre qu'à gagner. Ça peut être une réponse calme, mais glaciale, qui met fin à la discussion. L'action est choisie, elle n'est pas subie. D'accord, je vois. On passe de la réaction émotionnelle à la conséquence stratégique. Ce qui nous amène au deuxième principe qui est très lié, j'ai l'impression, la cruauté, mais redéfinie comme une discipline émotionnelle. Oui, c'est tout à fait lié. La source avance que notre idée de la cruauté est souvent fausse. On pense à la colère, à l'impulsivité. Or, le texte dit que la véritable force, la cruauté, au sens de Machiavel, c'est l'opposé. C'est un contrôle de soi total. Une discipline froide, calculée. Donc la personne qui s'énerve est prévisible. Exactement, et donc très facile à manipuler. Ça me fait penser à ces débats sur Internet où la première personne qui s'énerve a déjà perdu en fait. C'est une excellente analogie. La personne cruellement disciplinée, pour reprendre les mots du texte, elle ne se met pas en colère, non. Elle devient
stratégique. Prenons un exemple. Quelqu'un essaye de vous humilier en public. Ok, La réaction émotionnelle, ce serait quoi? Se défendre, se justifier. bafouiller un peu. Voilà. Et là, on donne immédiatement le pouvoir à l'agresseur. Il a réussi. Il vous a déstabilisé. Et donc, la réponse stratégique, ce serait quoi? C'est de faire une pause et de se poser une seule question. Quelle action, là maintenant, va maximiser mon statut et minimiser le sien? Parfois, la meilleure action, c'est d'ignorer complètement, avec un air d'indifférence. Ça rend l'attaque ridicule. Et d'autres fois? D'autres fois, c'est une phrase, courte, glaciale, qui retourne la situation et qui fait paraître l'autre stupide. L'important, c'est que la réponse est choisie, pas provoquée. C'est une action délibérée. L'auteur cite encore Machiavel. « Les blessures doivent être infligées d'un seul coup pour que leur amertume soit moins durable. » Une action décisive qui met fin au débat, en votre faveur. Et on passe à autre chose. Donc si le premier pas, c'est de maîtriser ses émotions, j'imagine que le suivant, c'est de revoir sa façon d'interagir. Et ça nous amène au principe 3, à une idée assez dérangeante sur le fait de vouloir être aimé à tout prix. La domination serait plus puissante que l'appréciation? C'est un point qui va à l'encontre de beaucoup de nos réflexes sociaux. L'argument, c'est qu'il est infiniment plus précieux d'être respecté, voire craint, que d'être simplement aimé. Pourquoi? Parce que quand les gens vous aiment bien, ils se sentent souvent autorisés à vous manquer de respect. Ils savent que vous êtes gentil, que vous allez pardonner, que vous ne ferez pas de vagues. C'est une affirmation qui est très forte. Mais est-ce que l'analyse fait bien la différence entre être dominant et être juste désagréable ou égoïste? On peut vite s'isoler, non? C'est une excellente question, la nuance est cruciale. La domination ici, ce n'est pas une agressivité permanente. C'est la capacité à fixer ses limites et à les faire respecter. Le texte est très direct. Les gens aimables sont décrits comme prévisibles, faciles à exploiter, parce que leur oui est souvent motivé par la peur de décevoir. La peur du conflit? Exactement. À l'inverse, la personne dite dominante, elle dit non sans culpabilité. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle priorise ses objectifs. Elle confronte le manque de respect tout de suite, non pas pour écraser, mais pour maintenir l'équilibre. Donc le respect viendrait de la clarté de nos limites, pas de notre gentillesse constante. C'est tout à fait ça. Et on en revient à Machiavel. S'il faut choisir, il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Mais attention, l'objectif n'est pas de devenir un tyran, c'est de construire une réputation, celle d'une personne juste, fiable, mais avec qui il ne faut pas jouer, une personne dont le respect se mérite. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. On a parlé de fixer des limites, de se faire respecter. Le 4e principe, c'est un peu le mode d'emploi. L'action construit la domination, pas les menaces. C'est la suite logique. L'analyse oppose les menaces vides aux actions fortes. La plupart des gens, nous dit le test, perdent leur influence en avertissant tout le temps, en se plaignant, en menaçant, sans jamais rien faire. Si tu continues, je vais. La prochaine fois, attention. Voilà. Et comme il n'y a jamais de conséquences, les autres apprennent simplement à ignorer ces avertissements. Le bruit n'a plus aucun poids. C'est un peu le parent qui dit 10 fois à son enfant de ranger sa chambre, mais qui ne fait rien. L'enfant comprend très vite que les 9 premières fois ne comptent pas. C'est le parfait exemple. La personne dominante, selon l'analyse, agit très différemment. Elle avertit moins, parfois même pas du tout. Mais quand elle agit, son action est décisive, mémorable. Elle met en place une conséquence claire. Et on retrouve une autre idée de Machiavel. Si tu dois blesser quelqu'un, fais-le si sévèrement que tu n'aies pas à craindre sa vengeance. C'est encore une phrase qui fait froid dans le dos. Comment on traduit ça dans un contexte moderne et civilisé? La traduction psychologique, c'est que quand vous devez poser une limite, vous devez le faire de manière si claire, si définitive, que personne n'osera vous tester à nouveau sur ce point précis. Au lieu de passer son temps à expliquer sa valeur, il s'agit de la démontrer, une bonne fois pour toutes, pour que la leçon reste gravée. Une action bien menée vaut 1000 avertissements. Et la perception, c'est contrôler la réalité. Absolument. Là, on entre dans la stratégie de l'image. Le postulat est simple. La perception que les autres ont de nous est plus importante que notre réalité objective. Ah oui. Vous pouvez être la personne la plus compétente de votre service. Si vous n'êtes pas perçu comme tel, si vous n'inspirez pas la confiance ou l'autorité, votre compétence ne vous servira à rien. C'est un peu déprimant, non? Ça veut dire que l'apparence l'emporte toujours sur le fond? Souvent non, dans un premier temps oui, parce que les gens n'ont ni le temps ni l'envie de faire des analyses profondes. Ils jugent en quelques secondes, sur des indices superficiels, le langage corporel, le ton de la voix, l'assurance.
C'est vrai. Et la source s'appuie encore sur Machiavel. Tous voient ce que tu parais être, peu ressentent ce que tu es réellement. Pour la plupart des gens, votre image, c'est votre réalité. Donc, il ne s'agit pas d'être faux, mais de devenir un bon metteur en scène de ses propres qualités. C'est une bonne image, oui. C'est ça. Présenter stratégiquement ses atouts, contrôler le récit sur soi-même, mettre en avant ses succès, subtilement, rester un peu mystérieux, et surtout projeter de la confiance, même quand on doute. C'est un jeu de perception. Si vous êtes perçu comme puissant, on vous traitera comme tel. Ce qui est fascinant, c'est que ça mène tout droit au 6e principe, qui va encore plus loin. On ne contrôle plus seulement sa propre image, mais l'interprétation des événements. Le contrôle du récit est une guerre psychologique. Oui, c'est l'étape du dessus. Une même action peut être vue de 1000 façons. Est-ce du leadership ou de l'arrogance? De la confiance en soi ou de l'égoïsme? De la prudence ou de la lâcheté? Exactement. Celui qui impose son récit, son interprétation, contrôle le sens de la réalité pour les autres. Est-ce qu'il y a un exemple concret dans le texte? Oui, un très bon. Imaginez, vous décidez de couper les ponts avec un ami que vous jugez toxique. D'accord. Cet ami, pour se défendre, peut aller dire à votre entourage que vous êtes égoïste, que vous l'avez abandonné. S'il est le seul à parler, c'est sa version qui va s'imposer. Et votre réputation en souffre. Et donc, la contre-stratégie serait de prendre les devants? Exactement. Pas de le calomnier en retour, mais de présenter votre propre version de manière proactive. Expliquez calmement à vos amis que vous avez dû poser des limites pour protéger votre santé mentale. Le même acte, couper les ponts, est alors perçu de manière radicalement différente. Dans un cas, vous êtes l'agresseur, dans l'autre, vous êtes quelqu'un qui se respecte. Il faut toujours penser à la manière dont ce sera raconté. Toujours ce qu'on fait et comment ce sera perçu. On arrive au dernier principe. C'est peut-être le plus sombre. La domination silencieuse. L'idée de construire son influence sans jamais annoncer ses ambitions. C'est ce que l'analyse présente comme la forme ultime du pouvoir. Agir stratégiquement, mais sans jamais révéler sa stratégie. C'est construire son empire psychologique en silence. Vos alliés ne réalisent pas toujours comment vous les avez subtilement positionnés pour qu'ils vous soutiennent. Et les adversaires. Et vos adversaires ne comprennent pas pourquoi leur projet échoue, sans voir que vous êtes peut-être à la source de leur déclin. C'est l'art de l'influence invisible. Tout à fait. Quand le pouvoir est acquis comme ça, il semble naturel, inévitable. Il n'est pas perçu comme le résultat d'un calcul, d'une agression, ce qui le rend beaucoup plus stable. La discrétion stratégique est présentée comme plus puissante que la transparence. On laisse les autres faire du bruit, parler, pendant qu'on avance ses pions en silence. Si on fait la synthèse de tout ça, ce document nous présente un choix qui est assez brutal finalement. Soit on apprend ces règles de l'influence, soit on devient le jouet de ceux qui les maîtrisent. C'est une vision du monde très dure. La conclusion de l'auteur est sans appel, oui. Le monde n'est pas un lieu où les bonnes intentions suffisent. Les personnes qui croient encore à une forme de justice naturelle sont, selon cette vision, systématiquement exploitées par des stratèges plus lucides ou plus cyniques. Le choix est simple, donc. C'est ce qui est présenté, oui. Comprendre et utiliser ces principes pour naviguer ou être contrôlé par eux sans même s'en rendre compte. Ces principes sont présentés comme un outil de survie, presque d'autodéfense dans un monde injuste. Ce qui, bien sûr, laisse une question importante en suspens pour la réflexion. En effet. Une question qu'on peut se poser à la fin de tout ça, où se situe la frontière exacte entre l'autoprotection stratégique et la manipulation pure et dure? Et à quel moment est-ce que la maîtrise de ces règles risque de nous transformer, précisément en ce type de personnes contre lesquelles ces stratégies sont censées nous protéger? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode, restez charismatique. Charismatic.